BFM Business. Paris est à vous. Aurélie Blonde, Karine Vergnol. Tendance, rendez-vous, business, spectacle, expo, resto, tout ce qui fait vibrer la capitale et dans Paris est à vous. Et ce qui ravit le monde professionnel, c'est le statut enfin reconnu du portage salarial la semaine dernière. En quoi cela consiste? Quels sont les avantages et les inconvénients du portage salarial? Voici les questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec nos invités. André Martini, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du PEPS, le syndicat des professionnels de l'emploi en portage salarial. Pascal Creil, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable des opérations du groupe Ventoris qui accompagne plus de 2200 personnes à travers la France. Et Radia Amira, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice associée de l'ACPI, l'agence conseil pour les intervenants entreprises de portage salarial. Alors la semaine dernière, il y a eu un petit sondage de TNS Sofres pour ITG, Les Échos et BFM Business qui disait que seuls 42% des personnes interrogées avaient entendu parler du portage salarial. Donc je crois que la première question que l'on va vous poser à tous, c'est rappeler qu'est-ce que le portage salarial, André Martini? Alors le portage salarial, ça consiste pour quelqu'un qui est ce qu'on appelle désormais un professionnel autonome, qu'on a appelé par le passé un indépendant, à transformer ses honoraires en salaire en s'appuyant sur une entreprise dite de portage salarial. C'est ça l'origine du portage salarial. C'est ça depuis 25 ans. C'est ça, ça date des années 80, je crois, à peu près. C'est ça, oui, tout à fait. Beaucoup de gens n'en ont pas encore entendu parler. C'est un secteur qui, pendant assez longtemps, était confidentiel. Aujourd'hui, ça représente entre 30 000 et 50 000 personnes. Disons à peu près 50 000 personnes pratiquent le portage salarial. Ce ne sont pas entièrement des temps pleins, donc on a peut-être l'équivalent de 30 000 temps pleins. C'est un petit métier, mais c'est un métier qui est en très forte croissance. Vous parlez d'un métier. C'est un métier ou c'est un statut? Parce que finalement, c'est un statut qu'on peut utiliser dans différents secteurs. Alors le débat est encore assez ouvert là-dessus, parce que les avis sont partagés. Pour notre part, c'est-à-dire pour nous les dirigeants d'entreprises de portage salarial, notre métier, ça n'est pas celui de savoir si les professionnels autonomes sont des experts en informatique ou en consulting de façon générale. C'est plutôt de savoir ce que nous faisons pour eux. Ce que nous faisons pour eux, c'est de les accompagner sur le plan administratif, sur le plan social, mais aussi de les accompagner sur le plan de leur formation, de l'évolution de leur employabilité, comme on dit maintenant, le parcours professionnel, sa sécurisation, les allées et venues entre les entreprises classiques, comme on dit, et les entreprises ayant des business models plus récents, la fameuse recherche permanente qui est loin d'être terminée encore aujourd'hui avec entre la flexibilité et la sécurité. Le portage salarial est complètement au cœur de ça. Et oui, c'est ça. Et on sent qu'il y a une relation triangulaire en plus, donc il faut faire attention à tout ceci. Alors, Pascal Creil, justement, on parlait de métier, de secteur. Aujourd'hui, le portage salarial, il peut s'appliquer à tous les secteurs? Alors, il peut s'appliquer à tous les secteurs. Il y a une différence néanmoins depuis quelques jours. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'accord de branche, donc avec le décret qui vient d'être publié. Dans ce décret, cet accord de branche qui date quand même de 2010, qui avait été un peu retoqué en 2011, c'est réservé, en tout cas dans les textes, et on a 2 ans pour que les sociétés de portage salarial se restreignent au cadre. Ce qui veut dire que 52% des gens qui sont en portage salarial aujourd'hui, qui sont non cadres, seraient exclus du portage salarial. Donc tous les secteurs, oui, sont concernés, l'industrie, le service, différentes choses. Je dirais quasiment tous les métiers, sauf certains spécifiques. Maintenant, aujourd'hui, se pose la question de savoir que vont faire les non cadres. Donc nous, on se positionne plutôt contre cet accord de manière à ce que les non-cadres également puissent conserver ce droit à pratiquer le portage. Juste une question, pour en bénéficier, entre guillemets, il faut gagner au moins 2 900 € brut mensuels? C'est ce qui est écrit dans l'accord. Donc ça pose la question de tous ceux qui gagnent moins? Ça pose une bonne question, oui, en effet. Alors on va revenir sur ces accords. Radia Amira, vous vouliez réagir? Oui, puisque je suis en parallèle également vice-présidente de l'Observatoire paritaire du portage salarial qui regroupe donc le PEPS et les 5 organisations syndicales de salariés. Et c'est vrai que le sujet des non-cadres aujourd'hui n'est pas prévu dans l'accord. Il fallait avancer à l'époque, il fallait avancer sur la reconnaissance du métier. C'est pour ça qu'on a signé cet accord. Il n'est pas parfait, mais effectivement, on a encore 2 ans pour traiter le cas des non-cadres, puisque toutes les sociétés qui sont antérieures à 2008 ont le droit de porter des non-cadres et doivent accompagner leurs non-cadres pendant ces 2 ans pour essayer de trouver une
solutions, mais on va aussi, nous, au sein de l'Observatoire, avec les organisations syndicales, essayer de traiter ce sujet et de proposer des solutions avant les 2 ans. La reconnaissance juridique du portage salarial, elle date de 2008. Entre-temps, il a fallu beaucoup négocier. Là, on a vu donc récemment cet accord. Qu'est-ce qui coinçait ? Alors en 2008, il y a eu effectivement la loi. La loi a donné un mandat et nous a donné 2 ans pour négocier. Donc on avait ces 2 ans de négociation. Je pense que le dialogue social est important en France et aujourd'hui il est allé jusqu'au bout avec cet accord. C'est vrai qu'ensuite, en 2010, lorsqu'il a été signé, il n'a pas convenu à tout le monde, notamment pour le cas des non-cadres dont on parlait. Le cas des non-cadres de dû être traité dans cet accord, il ne l'a pas été. Donc il y a eu des oppositions qui se sont faites entendre à cette époque-là, justement pour ça. Aujourd'hui, l'actuel gouvernement et les partenaires sociaux ont quand même décidé de continuer à avancer sur la construction de ce statut et de traiter en parallèle ce qui ne posait problème et ce qui a retardé donc l'extension. Mais quels sont les avantages? On va prendre peut-être d'abord du côté des professionnels autonomes, comme vous dites, André Martini. Quel est l'avantage de passer au portage salarial? Quels sont les avantages? Il y en a 2, je pense. Le premier, c'est que lorsqu'on est un professionnel autonome, que lorsqu'on est un indépendant dans l'âme, eh bien, on l'est dans l'âme. D'accord. On a envie d'avoir une vie qui tourne autour de cette liberté. On a envie de choisir ses clients. On n'a pas envie de se voir imposer un patron. Ça, c'est l'indépendant, le professionnel autonome. Et l'autre avantage du portage salarial, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé son client, qu'on a délivré sa prestation, eh bien, on se retrouve jouir des privilèges, si on peut dire, en tout cas du statut d'un salarié, en s'appuyant sur donc avec les mêmes garanties et sécurité, mais par exemple le régime d'assurance chômage. Ça a un coût quand même. Oui, l'inconvénient, entre guillemets, c'est le coût. Alors, c'est un coût, mais sauf que quand vous êtes un indépendant, et comme je suis président d'une entreprise qui, par ailleurs, cherche des missions pour des indépendants, je connais bien le sujet aussi, quand vous êtes indépendant et que vous avez un comptable à faire vos déclarations, vos trucs et vos machins, vous avez un coût. Donc, c'est juste une question de méthode, beaucoup plus qu'une question d'argent. Pascal Creil, vous vouliez réagir? Oui, les avantages du portage salarial, pour donner quelques exemples, il y en a beaucoup. Ce sera on peut parler plus parlant pour tout le monde. Porteur de projet, quelqu'un qui a un projet ne va pas se lancer tout de suite en entreprise. Donc on va pouvoir l'accompagner, il va tester son projet, de manière soit à aller créer son entreprise ensuite, en toute liberté, soit tout simplement, aujourd'hui je pense que c'est intéressant de voir le portage salarial comme un outil de croissance. C'est que le porteur de projet peut très bien être embauché par son client, qui aura gagné sa confiance dans ses compétences pendant la mission. Les demandeurs d'emploi aujourd'hui, vous disiez 42% des personnes qui sont informées ou pas, aujourd'hui les demandeurs d'emploi sont très heureux quand ils sont au courant de cette démarche, de notre posture, de pouvoir être accompagnés justement pour retrouver, proposer leurs services à plusieurs TPE, plusieurs PME, là où chacune d'entre elles n'aurait pu les embaucher à temps plein. Et on parle des seniors, juste pour, je pense que c'est important, les seniors également vont pouvoir compléter leurs revenus, je crois qu'on en parle pas mal en ce moment depuis quelques jours, compléter leurs revenus et puis aussi créditer, accumuler des salaires de retraite, des trimestres de retraite. Le profil des portés, je crois qu'on dit comme ça, c'est quoi? Est-ce que c'est d'abord des gens qui sont en reconversion professionnelle, Ralia Amira? Oui, c'est vrai que majoritairement c'est une situation qui est subie, donc c'est une perte d'emploi qui va amener effectivement des personnes à chercher une reconversion professionnelle. Et c'est justement le rôle aujourd'hui des sociétés de portage, et ça a été confirmé dans l'accord qui a été étendu, c'est très important. Le rôle, c'est d'aider ces personnes à changer leur positionnement et leur posture et de passer de salariés à porteurs de projets. Certains l'ont beaucoup plus naturellement, d'autres ne l'ont pas. C'est notre rôle de les aider à devenir effectivement des consultants autonomes. Et par rapport à ce que disait Pascal Creil, on sent que du coup on devient actif et non plus passif en attente de quelque chose. Exactement, on leur apprend effectivement et on les forme à rechercher des missions, mais également à avoir une définition de leur offre. On ne parle plus d'un CV mais d'une offre de prestation. Donc c'est énormément de changements pour eux qu'il faut accompagner, et c'est aujourd'hui ce qui est demandé aux sociétés de portage salarial. André Martini, pour reprendre ce que vous disiez et prolonger un peu ce dont vous parliez à l'instant, le développement du portage salarial, c'est un statut d'avenir dans le sens où il y a vraiment, vous ressentez un besoin des cadres aujourd'hui de changer leur rapport au travail, à l'emploi? Alors je ne le limiterai pas au cadre, hein. On vient de l'évoquer tout à l'heure. Je crois que ça fera certainement partie, ce point-là, de nos négociations futures. Ça va être probablement assez long, mais je crois qu'autour de la table, tout le monde est déterminé à faire quelque chose. Alors pourquoi est-ce que ça colle à l'évolution de la société? Ça colle à l'évolution de la société parce que tout le monde aime la liberté,
tout le monde aime la sécurité. Et ces deux mots, ces deux concepts sont permanents. Et chaque fois qu'il y a des conquêtes sociales ou des conquêtes économiques, chaque fois que Internet, par exemple, donne plus de liberté à des gens pour exécuter, pour faire un métier, eh bien, ça se traduit par des évolutions dans la société. Alors, on parle d'évolution sociétale, enfin, il y a pas mal de concepts qui tournent autour de ça. Mais en tout cas, pour nous, au PEPS, il ne fait pas de doute que le portage salarial est une demande sociale, véritable et professionnelle. Et nous nous félicitons de voir son cadre s'améliorer, il s'améliorera encore, mais on n'est pas prêt de ne plus entendre parler du portage salarial. Donc ça, on est bien conscient que vous défendez un certain avantage pour les portés, mais Radia Amirat, pour les entreprises qui font appel donc à des portés, à ces professionnels autonomes, quel est l'avantage ? Alors le principal avantage, ça va être effectivement que le consultant ou la personne portée n'a entre guillemets que sa mission à réaliser. Aujourd'hui, par rapport à un indépendant, on se rend bien compte qu'un indépendant a son administratif, sa TVA, son bilan en fin d'année, etc. Il est pollué quelque part par tout l'administratif. Il n'est pas couvert par une assurance responsabilité civile et professionnelle qui couvre sa mission. Donc c'est vrai que la disponibilité et l'implication d'un consultant porté qui est plus rassuré parce qu'effectivement il a un statut de salarié, ça va quand même changer pas mal de choses par rapport au statut d'indépendant. Et je voulais juste revenir sur ce que vous disiez, l'enquête justement que vous avez publiée par rapport au cadre au travail met en avant deux principaux critères. Ce que le cadre recherche aujourd'hui dans l'emploi, c'est la responsabilité et l'autonomie. Ce sont les deux premières choses citées avant même la rémunération. Et c'est vrai que c'est pour ça que le portage salarial a de l'avenir, parce qu'aujourd'hui ça répond à ce besoin de responsabilisation et d'autonomie que les salariés recherchent. Oui, un dernier chiffre de cette enquête, 75% des cadres sont prêts à créer leur activité à condition de continuer à bénéficier de l'assurance chômage. Donc, selon ce sondage TNS Sofres pour ITG, Les Échos et BFM Business de la semaine dernière, Aurélie. La réforme du régime des auto-entrepreneurs, est-ce que ça va, entre guillemets, si on peut parler comme ça, profiter au portage salarial? André Martini, Pascal Craig, je vous pose la question à tous les deux. Probablement oui. La réforme, elle n'est pas encore complètement, on peut dire, terminée. Si j'ai bien compris, il y a encore quelques débats. Quelques ajustements. Il ne fait pas de doute que, à l'origine, l'idée de l'auto-entrepreneur était très bien. Elle a amené vers l'entreprise, vers l'idée de monter son entreprise quand on est une personne indépendante. Ça a donc amené des centaines de milliers de personnes vers ça. Derrière, il y a des gens qui ont maturé leur projet. Certains d'entre eux vont venir vers le portage salarial parce que, je le rappelle, dans le portage salarial, il n'y a aucune idée de limite de prestation. On respecte le droit social et le droit fiscal intégralement. Il n'y a aucune règle particulière. Et par conséquent, tous ceux qui, dans le statut d'auto-entrepreneur, ont trouvé une activité qui s'est bien développée, qui a franchi tous les seuils dont on parle si souvent, eh bien, dans le portage salarial, ils trouvent une espèce de suite logique à leur statut d'auto-entrepreneur. Donc on les attend avec impatience. Et puis on continue portage salarial. Et puis ensuite, ça nous arrive à tous d'avoir dans notre bureau un jour qui nous dit bon, je viens vous dire avec plaisir que je vous quitte, tout simplement parce que son projet, il l'a amené au bout. Maintenant, après, ça peut devenir une entreprise. Ça peut devenir une entreprise de plein droit, et on est très content. On les perd comme consultants, mais on est très content de voir des entreprises qui démarrent effectivement. Mais Pascal Craig, très concrètement, vous dites on a le statut d'un salarié. Oui. Qu'est-ce qui se passe donc quand on fait une mission? Ça veut dire qu'on s'engage auprès de l'entreprise? Oui, il y a un engagement, il y a un contrat, bien sûr. D'accord, mais sur une mission, on est obligé de s'engager à plus long terme, ou c'est juste le temps d'une mission? Alors, le temps d'une mission. Il faut bien distinguer la relation avec l'entreprise, donc de portage salarial, où on parle d'un contrat de travail, un CDI, dans le même cadre juridique qu'un CDI classique. On est bien dans un CDI entre l'entreprise et le porté. Et puis vous avez le client avec qui il y aura un contrat commercial. Et c'est ce contrat commercial qui va définir complètement le cadre de la mission. Ensuite, libre au porté de négocier avec le client, de poursuivre la mission. Nous, on est là pour l'accompagner, effectivement, pour transformer les honoraires en salaire. Je voudrais revenir sur l'aspect des auto-entrepreneurs. La réforme, effectivement, n'est pas encore terminée. Est-ce qu'elle durera et combien de temps? On ne sait pas. Aujourd'hui, clairement, nous avons, une méthodologie, un accueil spécifique pour les auto-entrepreneurs qui ont déjà testé leur projet, qui ont déjà été sensibilisés.
ou des personnes qui ont vu l'auto-entrepreneur de près ou de loin et qui se sont rabattus sur le portage parce qu'ils ont eu l'idée, effectivement, comme je disais tout à l'heure, d'aller créer quelque chose. Et aujourd'hui, on a une population, on a des ouvertures d'esprit de la part des entreprises, de la part de ces personnes qu'on accueille qui est extrêmement intéressante. Radia Amira, est-ce que on parlait du profil tout à l'heure, vous nous avez donné plusieurs exemples. J'ai lu par exemple du côté des chercheurs aussi, c'était parce qu'on pense souvent aux missions informatiques, des choses comme ça, c'était un statut qui pouvait les intéresser. Est-ce que maintenant qu'on a un véritable statut juridique, on va finir de préciser ce qu'est le portage salarial? Est-ce que vous sentez un appel d'air d'autres secteurs comme ça ou d'autres profils? Tout à fait. Là où ça pouvait parfois inquiéter parce que le cadre n'était pas encore clairement défini, c'est vrai que les utilisateurs, les entreprises, les DRH n'avaient pas de cadre pour vérifier qu'il y ait une bonne utilisation du portage salarial, donc limiter peut-être l'accès. Donc bien sûr, en termes de profession, mais également en termes d'utilisateurs, il va y avoir un réel appel d'air et on espère une croissance pour notre secteur. Est-ce que le droit au chômage est toujours acquis? Est-ce que quand on est porté, est-ce qu'on... Alors aujourd'hui, la circulaire, en fait, l'UNEDIC avait anticipé l'extension de l'accord et l'appliquait depuis la signature de l'accord en 2010. Donc l'UNEDIC avait déjà mis ces critères en place et effectivement garanti l'ouverture de droits au chômage à toutes les personnes qui correspondent aux critères de l'accord, que ce soit l'entreprise de portage qui doit respecter certains critères, mais également donc le porter avec le salaire dont vous parliez tout à l'heure. Alors on va continuer, vous disiez il y a encore des discussions à faire, il y a pas mal de points qui ont été réglés, mais il y en a encore beaucoup à régler, je crois que vous êtes tous d'accord là-dessus. Il y a la création d'une convention collective notamment. Exactement. Ça c'est un premier point. Tout à fait, l'ouverture des négociations devrait démarrer. Les organisations syndicales aujourd'hui ont fait la demande à la DGT d'ouvrir ces négociations, la Direction Générale du Travail, pardon, et on espère effectivement une ouverture des négociations pour la rentrée prochaine. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, André Martini? Alors il nous manque aussi un code APE, c'est bien de pouvoir se compter. L'INSEE aujourd'hui n'est pas en mesure de compter tous les gens qui sont portés, donc on est obligé de se demander les uns les autres, t'en as combien, et puis après les journalistes nous disent vous êtes sûr, enfin bon, c'est pas commode avec l'INSEE. Entre 30 et 50 000, mais vous n'avez pas plus précis, quoi. Exactement, avec l'INSEE ce sera quand même un point qui sera réglé et ça a de l'importance parce que ça permet notamment de mesurer le dynamisme d'une profession. Parce qu'aujourd'hui du coup 30 à 50 000 ça fait quoi, un secteur qui représente 350 millions d'euros de chiffre d'affaires? Approximativement entre 350 millions et 400 millions. Donc ça va être un point important pour être aperçu, pour être mesurable. L'autre point sur lequel nous allons bien entendu travailler, c'est une convention collective. Alors la tendance de l'histoire n'est pas vraiment à la multiplication des conventions collectives, puisque les gouvernements successifs cherchent plutôt à les réduire. Mais là, il s'agit d'un vrai métier, un métier qui est vraiment nouveau, et je crois que les partenaires sociaux sont plutôt actuellement d'accord pour aller vers une convention collective. Et puis, il reste ce point qu'il va bien falloir que l'on arrive à régler, c'est celui de la négociation autour des non-cadres. On est assez confiant, on s'est déjà depuis des années appliqué à essayer de faire évoluer ce métier. On y est arrivé en appliquant d'abord les principes de la négociation, pas celui de l'opposition. C'est pour ça que c'est plus long. Oui, c'est ce que j'allais dire. On pourrait dire qu'on a mis à peu près 8 ans à arriver là où nous sommes aujourd'hui. Mais en 8 ans, il y a beaucoup de mentalités qui ont évolué. Il y a 8 ans, quand on parlait de portage salarial, on avait dans les organisations syndicales de salariés des gens en face de nous qui nous regardaient franchement de travers, pour être clair. Au MEDEF, c'était quand même pas non plus le grand amour. Maintenant, on est connus, on est reconnus, et on sait qu'on est des gens avec lesquels il est nécessaire, voilà, et on peut avancer et on va avancer. Donc c'est pour ça que vous disiez tout à l'heure 42% de cadres connaissent le portage salarial. Pour nous, c'est plutôt une très très bonne nouvelle et une confirmation de... Ils en ont entendu parler, tout du moins. Mais il y a quelques années, moi qui suis depuis 11 ans dans le portage, il y a quelques années, personne n'en avait entendu parler. Donc 42% des cadres, c'est déjà effectivement une très belle... C'est un point positif et on va continuer à en parler, j'imagine. En tout cas, André Martini, président du PEPS, le syndicat des professionnels de l'emploi en partage salarial, merci. Pascal Creil, responsable des opérations du groupe Ventoris, merci à vous. Et Radia Amira, directrice associée de l'ACPI, l'agence conseil pour les intervenants. Merci beaucoup à vous. Et Paris est à vous continue dans un instant un nouveau journal avec Sophie Tussaud, mais tout de suite c'est la chronique de Couvert. Emmanuel Rubin nous emmène aujourd'hui dans le 16e arrondissement. BFM Business, de Couvert, Emmanuel Rubin. De Couvert au Monsieur Bleu, resto très expansif du musée du Palais de Tokyo, et on se retrouve ici dans un exemplaire parfait d'adresse à faire causer les bavards, une de ces petites machines à vanité
qui font régulièrement le sel de Paris, au prétexte bien sûr d'un décor, prenant ses aises comme ses hauteurs, tirant les banquettes, les miroirs, les courbes, les influences art déco. C'est affûté, c'est ample, c'est plein d'un zèle citadin. On s'y attable un peu comme on se balade finalement dans les espaces artistiques du Palais de Tokyo avec une sorte de vertige bienveillant. Le service accompagne sur le même ton, consciencieux à en faire un peu trop. Le public piaffe d'en être, roulant en silence ses mécaniques mondaines, encore essoufflé d'avoir pu décrocher une table. Autant vous dire qu'après tout cela, l'assiette pourrait être invisible, que ça n'aurait même plus d'importance. Par chance, c'est plutôt pas mal. Là encore un peu crâne d'œuf, mais pas désagréable. Proprement exécuté dans l'esprit nouvelle brasserie avec carpaccio de bar, foie de veau poêlé, sans oublier le nouvel agite papilles mondain, le lobster roll, homard langé dans son petit pain de mie. Inutile de vous passer l'addition gentiment sulfureuse de celle qu'on préfère découvrir en lunettes noires. Ah, et puis, à propos de lunettes noires, j'allais oublier l'essentiel, une terrasse d'envergure, un peu sonore au déjeuner, mais diablement stratégique au dîner, lorsque la Tour Eiffel vous tombe sur le coin de l'assiette. Monsieur Bleu, c'est 13 avenue du Président Wilson et c'est à Paris dans le 16e.